Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Passé Présent réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Revue d'Histoire Européenne qui vient d'ailleurs de publier son deuxième hors-série consacré cette fois-ci à l'épopée de la Légion étrangère, de ses premières campagnes en Algérie dès 1832 à ses engagements au Sahel ces dernières années. Ce numéro spécial vous fait découvrir les traditions, les pages de gloire, on pense à Cameron, Colvézi bien sûr, ou encore les grandes figures de ce corps d'élite dont l'histoire se confond avec celle de l'armée française. Engagés depuis plus de 190 ans sur des théâtres d'opérations dans le monde entier, les militaires qui la servent ont toujours été à la pointe des combats livrés par la France. Hors-série richement illustrée de photos souvent inédites, alterne chapitres purement historiques dans un ordre chronologique qui retrace les différentes campagnes. Si celle du Mexique fut le véritable creuset de la Légion, les grandes guerres et ses champs de bataille permettent aux hommes au képi blanc de jouer un rôle de tout premier plan tout au long du conflit. Fréquemment utilisés en tant que troupes d'assaut, c'est à eux que revient la tâche d'emporter la décision dans les secteurs réputés les plus difficiles. Complément de ces chapitres historiques, la part belle est faite aux grandes figures de la Légion étrangère, à commencer bien sûr par le capitaine d'Anjou, suivi par Paul Rollet, dit le père de la Légion. C'est à lui en effet que l'on doit la réorganisation dans l'entre-deux-guerres de ce corps d'élite pour l'adapter à ses tâches nouvelles. Autre soldat de légende, Dimitri Hamilcavari, le prince légionnaire, issu d'une vieille lignée princière du Caucase, ayant fui la révolution bolchevique de 1917. Ce saint syrien, qui fut chef de corps de la 13e DBLE, perdit la vie en octobre 1942 en Égypte, et nous lui laisserons le mot de la fin, lui qui avait coutume de dire « Nous, étrangers, nous n'avons qu'une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a réservé, nous faire tuer pour elle ». Je vous invite donc à lire la suite dans ce hors-série de la Revue d'Histoire Européenne. Il est disponible chez votre marchand de journaux, mais vous pouvez aussi vous le procurer en ligne. Toutes les références sont sous la vidéo. Nous allons maintenant retrouver Philippe Conrad et son invité Michel de Gégère. Après avoir inauguré sa redécouverte de l'Antiquité avec son livre « Les derniers jours », qui analysait brillamment, au-delà des lectures idéologiques, le déclin et la chute de l'Empire romain, Michel de Gégère a entrepris de nous montrer en quoi l'histoire grecque peut éclairer les Européens que nous sommes, confrontés à la crise de civilisation contemporaine. Il a, dans le cabinet des Antiques, porté un regard nouveau sur le sens et les enjeux de la démocratie athénienne ou sur la virtus cultivée par les anciens Romains. Il se penche aujourd'hui dans son ouvrage « La mélancolie d'Athéna » sur les leçons qu'il convient de tirer des luttes conduites par Athènes et nous explique clairement comment la connaissance de l'histoire et la lecture des auteurs anciens peut éclairer notre présent. Mais laissons-le nous éclairer en compagnie de Philippe Conrad. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel de Gégère à l'occasion de la parution de deux ouvrages, Le cabinet des Antiques et également La mélancolie d'Athéna. Deux ouvrages qui forment une continuité du plus haut intérêt, qui sont publiés aux éditions des Belles Lettres. Alors je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Michel de Gégère parce que ça fait longtemps que j'avais envie de l'avoir à notre émission. Je le présente rapidement. Il est rédacteur en chef du Figaro Histoire et du Figaro hors-série. Il a été pendant plusieurs années rédacteur en chef de Spectacle du Monde. C'est à cette occasion que nous nous sommes connus il y a maintenant près de 30 ans. Et puis, il a été aussi, pendant très longtemps, l'inspirateur et l'animateur principal, avec son complice Jean-Pierre Maugendre, des universités de Renaissance catholique, qui était un grand moment sur le plan du débat intellectuel dans toute notre mouvance, et cela depuis, là aussi, une trentaine d'années, puisque la première remonte à 1992. Alors, Michel de Gégère, voilà deux ouvrages qui établissent en quelque sorte
affirmation d'héritage pour vous de ce qu'a représenté le monde antique gréco-romain. Ce sont des ouvrages qui viennent en plus, après un autre, intitulé Les Derniers Jours, qui se penchait sur la fin de l'Empire romain d'Occident, thème ô combien complexe, et puis qui est toujours à la merci d'interprétations faisant place à des dérives idéologiques, dans un sens ou dans l'autre. Et là, vous vous intéressez donc à notre héritage gréco-romain, et surtout d'une manière tout à fait originale, puisque vous ne manquez jamais une occasion d'établir des parallèles ou des analogies entre ce qu'ont connu les Grecs et les Romains dans tous les domaines de leur existence historique ou sociale, et puis le spectacle que nous donne la société d'aujourd'hui. Il faut rappeler que vous avez été aussi pendant très longtemps un journaliste au sens général du terme, donc quelqu'un qui a eu l'occasion d'observer, de réfléchir ce que nous vivions, ce que nous observions de l'évolution de nos sociétés. Et tout cela finalement aboutit à une synthèse tout à fait originale, tout à fait éclairante, sur laquelle nous allons nous pencher. Alors tout d'abord, peut-être une explication des titres de ces deux ouvrages. Le Cabinet des Antiques pour le premier, La Mélancolie d'Athéna, le plus récent, pour le second. Alors, le Cabinet des Antiques, c'est un peu le titre générique, si vous voulez, de la série, donc de ces 3 livres, qui, normalement, si Dieu me prête vie, deviendront 4 ou 5, parce qu'il y a encore d'autres... 3, parce que vous évoquez celui consacré à la chute de l'Empire romain. Oui, qui en fait relève du même projet, qui était si vous voulez, de rétablir entre l'Antiquité, un pont entre l'Antiquité et nous. Une réflexion générale sur l'Antiquité. L'idée, c'est qu'un petit peu la perte de la culture classique, d'une part, et puis la spécialisation des historiens d'autre part, c'est-à-dire que l'histoire au XXe siècle est devenue de plus en plus scientifique, mais aussi de plus en plus spécialisée, alors avec des grands mérites, parce qu'elle a gagné en sérieux, en recoupement des sources, en vérification, si vous voulez, des sources littéraires, relativisation des sources littéraires, par le recours à toutes sortes de sciences auxiliaires, comme l'archéologie, la numismatique, et j'en passe. Et ça a débouché sur une hyper-spécialisation de l'histoire qui a rendu l'Antiquité un tout petit peu exotique. C'est-à-dire que lorsque vous penchez dans le détail sur la vérité des choses, eh bien, vous apparaissent en premier lieu les immenses différences qui séparent le monde antique d'une autre. Mais ces immenses différences n'empêchent pas les permanences de la nature humaine. Et le fait que malgré tout ce qui nous sépare de l'Antiquité, quelque chose nous réunit aux hommes de l'Antiquité, c'est la nature humaine, c'est un certain nombre de passions, c'est un certain nombre de réflexes, c'est un certain nombre de situations dans lesquelles les hommes du passé ont été plongés, dans lesquelles ils ont cherché des solutions. Et les Grecs ont ceci de particulier qu'ils ont consigné avec beaucoup de méticulosité, beaucoup de curiosité, ils ont consigné les résultats de leurs expériences. Et il m'a semblé que du fait de ces permanences de la nature humaine, eh bien ces expériences étaient porteuses de leçons pour nous. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui était le cas au XIXe siècle, peut-être à l'excès, avec des analogies qui étaient parfois simplificatrices, mais qui aujourd'hui n'est plus le cas, du fait de cette spécialisation d'une part, de cette perte de la culture générale d'autre part. Donc j'ai voulu essayer de rétablir un pont en montrant comment les expériences des hommes de l'Antiquité et la façon dont ils avaient réfléchi dessus pouvaient nous permettre d'aiguiser notre discernement. Donc ce ne sont pas strictement parler des livres d'histoire, bien que pour rendre les choses compréhensibles, je raconte assez largement l'histoire sur laquelle je m'appuie, mais l'objet, c'est d'essayer de tirer des leçons qui soient permanentes. Non pas parce que les anciens auraient été d'une étonnante modernité, comme disent certains commentateurs, ce qui relève d'un narcissisme un petit peu imbécile. Les anciens ne sont pas modernes, mais en revanche, ils ont cherché les permanences de la nature humaine, et c'est par là
que leur réflexion est féconde. C'est au premier livre de Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, il explique pourquoi il raconte la guerre du Péloponnèse. Alors il dit, bien sûr, parce que c'est la plus grande des guerres qui ait agité le monde grec, mais je n'ai pas cherché, dit-il, le sensationnel, je n'ai pas cherché l'étonnant, j'ai cherché à expliquer les causes et les conséquences des événements. Et par là, j'ai fait un travail qui sera utile en tous les temps, parce que les lois de la nature humaine font que les mêmes causes, plus ou moins, produisent les mêmes effets. Alors il faut faire très attention, si vous voulez, à l'idée de ne pas établir des parallélismes étroits. Il est évident que l'histoire ne se répète jamais à l'identique, parce que l'histoire est mue par des hommes et que la liberté humaine fait que on peut toujours changer le cours de l'histoire. D'autre part, il est bien vrai, comme nous le disent les scientifiques, comme nous le disent les historiens de métier, que les hommes de l'Antiquité sont différents de nous par les croyances, par la situation matérielle, par les conceptions, etc. Mais cette différence n'abolit pas la permanence de la nature humaine, et c'est ce qui rend cette expérience féconde. Oui, et alors donc vous plaidez pour une réhabilitation de ce qu'on appelait jadis les humanités. Exactement. Parce que votre propre parcours, qui est à peu près analogue au mien pour les gens de notre génération, ça a été la découverte du latin en 6e avec un certain émerveillement, et puis ensuite une familiarité avec tout l'héritage de la mythologie. Pour moi, ça a été surtout la découverte, je dirais, de l'histoire romaine en 5e. En 5e, on étudiait à l'époque l'histoire romaine. Oui, et c'est cette découverte de l'histoire romaine qui m'a rendu le latin sympathique, si vous voulez. Je trouvais que c'était un autre monde, et avec, évidemment, d'immenses différences avec le nôtre, mais avec également des ressemblances. Et puis, avec cet immense intérêt que c'était un monde clos. C'est-à-dire, il y avait un commencement, il y avait une fin, et donc on pouvait l'observer, non pas comme une expérience de laboratoire, parce qu'encore une fois, il ne faut jamais tomber dans ce travers, mais tout de même, on pouvait observer les lois qui avaient présidé à la croissance, à l'apogée, au déclin. Et donc, tout cela m'a paru très, très jeune d'un immense intérêt. J'ai eu une familiarité assez rapide avec un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité, surtout latins. Et puis, un petit peu plus tard, j'ai découvert le monde grec et la littérature grecque. Et avec cette espèce de clarté solaire que les Grecs ont le génie d'apporter sur les choses, leur manière de... Si vous voulez, autant la fréquentation de la littérature romaine donne une idée de la complexité du monde, du caractère dramatique de l'histoire, avec des personnages extraordinaires, avec des clairs-obscurs, avec des situations tout à fait fascinantes, autant le monde grec ébloui par sa clarté, par sa volonté de simplifier, par sa volonté d'aller au cœur des choses, d'expliquer, de faire toujours prévaloir la raison sur la passion. Et ce bagage intellectuel, si vous voulez, que j'ai cultivé en amateur, lorsque j'ai été confronté aux premières expériences de ma vie professionnelle, il y a maintenant une quarantaine d'années, en commençant dans le journalisme, et donc en observant la vie politique, en faisant un petit peu de géopolitique, de politique internationale, etc., je me suis aperçu qu'il était d'une très grande utilité, que l'expérience des anciens, telle qu'ils l'avaient vécue et telle qu'ils l'avaient consignée, sur laquelle ils avaient réfléchi, pourrait être d'une grande utilité pour l'observation de notre temps, et que ce contact ne se faisait pas en raison de la perte des humanités classiques de la part des élites, et encore une fois de cette spécialisation de l'histoire. Il y a quand même de grandes exceptions, puisque à l'époque, il y a quelqu'un comme Jacqueline de Romilly qui, bien entendu, établissait ce pont, nous rendait l'Antiquité familière. Mais voilà, j'ai eu envie, si vous voulez, de m'appuyer sur mon expérience des problèmes contemporains acquis dans mon métier, et en même temps cette familiarité avec la culture classique, eh bien, pour essayer de réunir ces deux expériences et voir quelle fécondité ça pouvait avoir. Alors vous avez évoqué Thucydide, bien sûr, qui est un peu un père fondateur de l'histoire, peut-être davantage encore qu'Hérodote. Et Thucydide, c'est la guerre du Péloponnèse.
Déjà, dans les tranchées de 1915, Albert Thibaudet établissait des analogies entre cette guerre fratricide entre les cités grecques et puis la guerre qui était en train d'accomplir le suicide de l'Europe en 1914-1918. Nous avons un cas intéressant là à travers un titre récent. C'est celui de l'Américain Graham Allison qui nous explique ce qu'est selon lui le piège de Thucydide, où il évoque un affrontement futur et selon lui quasi inéluctable entre les États-Unis et la Chine. Alors, est-ce que cette démarche vous paraît pertinente ? Alors pertinente, certainement, mais toutes les démarches ont été pertinentes. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe, c'est que justement, du fait de la capacité, le génie de Thucydide vient à la fois du sérieux de sa recherche, de l'exactitude, la recherche d'exactitude qui le caractérise, et en même temps, sa volonté toujours d'aller vers la généralité, de ne pas s'enfermer dans l'anecdote, comme pouvait le faire Hérodote, qui cherchait justement l'anecdote amusante, etc., mais chercher dans l'histoire ce qui pouvait être généralisable, pouvait être fécond pour le discernement. Et c'est la raison pour laquelle Thucydide a été étudié, et la guerre du Péloponnèse a été étudiée de tous les temps, dans cette idée d'essayer d'en tirer des leçons. Si vous voulez, au XIXe siècle, vous avez une histoire d'Athènes de George Grote, un Britannique, qui s'appuie sur Thucydide pour décrypter l'Empire britannique. Pour lui, la description que Thucydide fait de la constitution de l'Empire athénien est la préfiguration des mécanismes qui vont procéder à l'édification de l'Empire britannique. Et puis en France, vous avez Victor Duruy, ministre de l'instruction de Napoléon III, qui, sous la Troisième République, dit mais au fond, ce que Thucydide nous a raconté s'applique très bien à la formation de l'Empire colonial français. Et puis pendant la guerre de 14, effectivement, Albert Thibaudet, qui emporte Thucydide dans sa besace, puisqu'il écrit un livre merveilleux qui s'appelle En campagne avec Thucydide, ou La campagne avec Thucydide, et effectivement, lui, c'est l'aspect guerre civile européenne de la guerre de 14 qui lui fait apparaître comme une évidence que Thucydide a prophétisé un certain nombre de réflexes, de mécanismes, mis en lumière, plus que prophétisé, mis en lumière un certain nombre de mécanismes qui sont éternels. Et puis, après la guerre de 1939-1945, les Américains vont s'emparer de Thucydide et voir dans le grand affrontement, parce que raconte la guerre du Péloponnèse, l'affrontement entre une thalassocratie, une puissance maritime qui constitue un empire au nom de la démocratie et de la liberté, face à une puissance continentale, Sparte, oligarchique, qui, lui, au contraire, essaye de constituer une ligue continentale et avec une dimension, si vous voulez, politique dans l'affrontement entre les tenants de la démocratie et les tenants de l'oligarchie. Alors évidemment, dans le contexte de la naissance de la guerre froide, cela parle beaucoup aux Américains qui assimilent la puissance américaine à la puissance athénienne et l'Union soviétique à la Ligue du Péloponnèse et à Sparte. Et alors, le tournant, si vous voulez, que représente le livre de Allison, qui a maintenant 7 ou 8 ans, c'est qu'il est le premier à assimiler les États-Unis, non pas à Athènes, mais à Sparte. Parce que lui, il dégage de Thucydide une loi qui est assez vraie, c'est-à-dire que dans l'observation de la manière dont s'est déclenchée la guerre du Péloponnèse, il observe que la guerre du Péloponnèse vient du choc entre l'ancienne puissance hégémonique qui était Sparte, qui était la puissance qui, par son prestige militaire, avait dominé la Grèce au VIe siècle, et la puissance émergente d'Athènes qui, à l'occasion de guerres médiques, a développé sa flotte et, au lendemain des guerres médiques, établi une thalassocratie sous prétexte de préparer de se préparer à un retour éventuel offensif des Perses, mais finalement, comme l'OTAN, si vous voulez, c'est une alliance militaire qui perd son adversaire, car la Ligue de Délos finit par vaincre définitivement les Perses et se retrouve sans adversaire, et donc sans motif de maintenir son alliance militaire, et elle se maintient sans autre motif que de maintenir la prépondérance athénienne. Et donc, tout cela va déboucher sur la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire la guerre entre Sparte et Athènes, parce que Sparte ne va pas supporter
ce passage de témoin de l'hégémonie de Sparte à Athènes. Et c'est ce que Allison désigne comme la loi de Thucydide. Il dit que quand il y a un changement, un passage de témoin d'une hégémonie à l'autre, lorsque une puissance est en train de perdre son hégémonie et qu'une autre est en train d'acquérir l'hégémonie en concurrence avec elle, eh bien les risques de guerre sont très forts. Alors il a étudié 17 cas dans l'histoire universelle où ce passage de témoin avait déclenché un certain nombre de conflits, voire des conflagrations générales. Et donc ce qui est très original dans sa démarche, c'est que là, il voit les États-Unis comme une hégémonie vieillissante, si vous voulez, qui est en train de s'affaiblir face à la Chine, puissance émergente. Et donc, il assimile les États-Unis à Sparte et la Chine à Athènes. Non pas parce que, si vous voulez, il fait l'impasse sur l'aspect politique de la liberté, de la démocratie, etc. Mais simplement du point de vue de l'évolution géopolitique des choses. Donc c'est une grille. Je pense qu'il n'y a aucune grille qui englobe, si vous voulez, que toutes les grilles sont légitimes et partielles et ne doivent pas être exclusives. Parce qu'effectivement, il y a une autre façon, si vous voulez, aujourd'hui, de faire un parallèle avec la situation actuelle. C'est ce moment très intéressant raconté par Thucydide où Athènes décide de maintenir son hégémonie alors qu'elle a vaincu son adversaire et la Ligue de Délos devient un moyen de suggestion des Grecs sans autre objet qu'elle-même et elle sème le chaos autour d'elle puisque cette hégémonie est mal supportée et donc engendre un certain nombre de crises, de répression et finalement la Ligue de Délos règle qui devait être un instrument de paix face à la menace perse, n'étant plus qu'un instrument de domination, eh bien, suscite un certain nombre de conflits et règle les conflits qu'elle a suscités elle-même, et donc elle devient créatrice de chaos alors qu'elle devait être créatrice de paix. Et je pense que cet aspect des choses doit être médité lorsque l'on réfléchit à l'évolution de l'OTAN. Bien sûr. Et alors, on a évoqué là, en quelque sorte, le théâtre géopolitique. Il y a un autre domaine sur lequel vous insistez, davantage dans le cabinet des Antiques, c'est la question de la démocratie. Oui, alors j'ai essayé, si vous voulez, de comparer la démocratie moderne et la démocratie antique en partant de l'idée, si vous voulez, qu'une partie du prestige de la démocratie est liée au miracle grec. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment de l'émergence de la démocratie à Athènes, c'est aussi le moment où le miracle grec va arriver à son apogée avec l'émergence à la fois de l'histoire, de la philosophie, des sciences, de l'astronomie, d'abord dans les arts, le Parthénon, l'acropole d'Athènes, etc. Et j'ai voulu souligner déjà ce premier paradoxe que, curieusement, tous les artisans du miracle grec sont eux hostiles à la démocratie. Enfin, tous, j'exagère. Mais beaucoup d'artisans du miracle grec, si on pense à Thucydide, si on pense à Platon, si on pense à Socrate lui-même, sont très réservés vis-à-vis de la démocratie. Quant au Parthénon, si vous voulez, qui est l'exemple, c'est une des choses qui m'ont fait réagir, c'est quand vous êtes à Athènes, vous visitez le Parthénon, on vous dit c'est le temple de la démocratie, c'est la beauté du Parthénon reflète la beauté de nos institutions. En réalité, le Parthénon a cette somptuosité parce qu'il a été rendu possible par l'hégémonie d'Athènes, par le fait que Athènes a attiré à elle toutes les richesses et qu'elle a bâti l'équivalent d'un sanctuaire panhellénique comme sanctuaire civique, si vous voulez, avec le tribut qu'elle prélevait par la force et par la répression sur l'ensemble du monde grec. Donc les choses sont un petit peu plus compliquées que cela. Et puis alors, si on rentre, si vous voulez, dans la comparaison entre la démocratie antique et la démocratie moderne, alors là, bon, c'est l'objet de tout un livre, je ne peux pas le résumer en quelques lignes, mais enfin, déjà, la démocratie grecque la démocratie athénienne est une démocratie directe où le peuple gouverne. Le peuple, quand on dit démocratie directe, on pense que le peuple légifère. Non, il n'y a pas de gouvernement à Athènes. Le gouvernement, c'est l'assemblée du peuple. Et d'ailleurs, cette assemblée légifère très peu. Les lois sont très très rares et la plupart ont été mises au point par un législateur d'une façon non démocratique. Donc la démocratie athénienne, c'est le peuple au gouvernement. Et puis, évidemment, la démocratie moderne, qui est une démocratie indirecte, avec des députés, ce qui a été
considérées par Platon comme des institutions aristocratiques ou oligarchiques. Hein, le fait de déléguer à des députés, de déléguer à des gouvernants la direction des affaires. Mais la démocratie moderne, née de la Révolution française, née de l'idée de souveraineté populaire, née de la Déclaration des droits de l'homme, l'idée que la souveraineté appartient à la nation, l'idée que la loi soit l'expression de la volonté générale, toutes idées qui ne se trouvent pas, en tout cas, sous la même forme dans la démocratie grecque, et qui va faire de la démocratie moderne une espèce d'idéologie plus qu'un régime politique. Vous remarquez qu'aujourd'hui, on estime que ce qui est démocratique, c'est ce qui va dans le sens de la prolongation ou de l'approfondissement des droits individuels et pas forcément ce qui est décidé par le peuple. Et donc une réforme par exemple une décision parfaitement oligarchique prise par la Commission de Bruxelles ou par les juridictions européennes, mais qui approfondit les droits individuels, les droits de l'individu contre ceux de l'État, est considérée comme démocratique alors qu'elle est absolument antidémocratique au sens des anciens. Donc j'ai voulu essayer de mettre un petit peu au point toutes ces différences. Alors, un dernier point que je voudrais évoquer avec vous, c'est la condamnation que porte globalement l'idéologie woke sur les études anciennes. On a vu qu'aux États-Unis, même, il était question de les suspendre ou de les interdire parce qu'elles seraient porteuses justement de discrimination, de stigmatisation de l'autre, enfin toute l'idéologie que l'on sait. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance ? Alors ça, au premier abord, ça paraît absurde lorsque l'on voit des enseignants qui veulent abolir l'étude de l'Antiquité et des langues anciennes, ça paraît... Mais en fait, je me demande s'ils n'ont pas raison de leur point de vue. De leur point de vue, c'est logique. C'est-à-dire qu'en fait, ces humanités, elles sont liées au monde d'avant que ces gens veulent abattre. Il est évident qu'il y a, dans le monde grec notamment, le sentiment d'une supériorité de leur civilisation par rapport à ce qu'ils appellent les barbares. Et ce sentiment est lié au fait que les Grecs ont eu les premiers, la volonté, l'intuition, si vous voulez, dans leur éducation, non pas seulement de transmettre aux générations suivantes les mœurs de la tribu, mais de les pousser vers une excellence qui sublime toute appartenance. C'est-à-dire que l'idéal de l'éducation grecque, c'est de faire un homme parfait. Encore une fois, tout cela revient à l'observation de la nature humaine et l'idée que la nature humaine peut arriver à la plénitude par l'exacerbation de ses qualités. Et toute l'éducation grecque est tendue vers cette idée de créer un homme à arriver à la plénitude de sa nature. Idée qui ne peut être considérée qu'abominable par les wokistes, puisque elle inclut l'idée d'une supériorité de cette civilisation. Des distinctions même qui sont porteuses de discrimination, ce qui est évidemment intolérable. Et comment voyez-vous l'évolution de ce combat qui est en cours ? Est-ce que les tenants de l'héritage sont en mesure de résister face à cette offensive wokiste généralisée dans les médias, dans les représentations collectives d'aujourd'hui ? Alors je ne suis pas prophète et j'ai du mal à envisager l'avenir, c'est-à-dire que il est évident qu'il y a un certain nombre de... Encore une fois, si vous voulez, je pense que les humanités sont porteuses de la vérité sur la nature humaine et donc la vérité a une force intrinsèque qui fait qu'elle ne mourra pas sans combat. Mais j'ai du mal à croire que la force de la vérité suffit par elle-même. Et la puissance du mensonge, servie par la propagande, servie par l'argent, servie par une conception matérialiste des choses, peut être considérable. Et donc ce combat ne me paraît pas forcément gagné d'avance. Gagné d'avance, voilà. Mais là où il y a une volonté, il y a un chemin, comme disait l'autre. Merci beaucoup, Michel de Gégère, pour ces éclairages. Je rappelle les titres de vos ouvrages, parus aux éditions des Belles Lettres, Le cabinet des antiques et La mélancolie d'Athéna. Et je rappelle aussi Les derniers jours, l'autre ouvrage que vous avez consacré à la fin de l'Empire romain d'Occident. Merci. Merci beaucoup.
Merci Philippe, merci à votre invité. Si le naufrage du Titanic et ses 1500 victimes, ou celui du Lusitania torpillé en mai 1915, naufrage qui fit 2000 morts, le naufrage du Wilhelm Gustloff, paquebot de ligne allemand, torpillé par les soviétiques en janvier 1945, emporta par le fond plus de 9000 passagers, ce qui en fait le pire naufrage de tous les temps. Et c'est cette histoire dramatique que va nous raconter maintenant Anne Sicard. Quant à moi, je vous dis à la prochaine émission, mais n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine! Qui connaît l'histoire du navire le Wilhelm Gustloff ? Tout le monde connaît le naufrage du Titanic le 14 avril 1912 et ses 1502 morts. Tout le monde connaît le torpillage du Lusitania le 7 mai 1915 et ses 1200 noyés. Mais qui connaît le naufrage par torpillage du navire civil le Wilhelm Gustloff et ses plus de 10 000 morts le 30 janvier 1945 ? L'histoire écrite par les vainqueurs ne laisse pas de place aux victimes quand elles appartiennent au camp d'en face, même si contre toutes les lois de la guerre, elles sont civiles. Parce que selon que tu appartiennes au camp des vainqueurs ou des vaincus, les crimes de guerre existent ou n'existent pas. Le Wilhelm Gustloff est un paquebot immense pour l'époque. Il a été construit en 1936 par les chantiers Bloms et Voss de Hambourg dans le cadre du programme national-socialiste de Kraft durch Freude, Force par la joie, qui était une vaste organisation de loisirs fondée en 1933 par le ministère du Travail. Cette organisation était chargée d'organiser les vacances de la classe moyenne et ouvrière allemande. Pour cela, elle était aussi devenue une espèce d'agence de voyage. Les ouvriers les plus méritants se voyaient offrir une croisière sur le paquebot de 208 mètres de long et 24 mètres de large, croisière qui leur aurait été autrement inaccessible. Avec un tirant d'eau de 7 mètres pour 26 000 tonnes, tiré par 4 moteurs diesel de 8 cylindres et une vitesse pouvant atteindre 15 nœuds et demi, le Wilhelm Gustloff est manœuvré par 417 hommes d'équipage. Il peut accueillir jusqu'à 1943 passagers. Les images avant-guerre de ce paquebot de loisirs montrent des passagers heureux de leur croisière et de leurs vacances. On remarque que le paquebot n'a pas de classe de luxe, contrairement aux usages, comme sur le Titanic par exemple. Le gouvernement du Troisième Reich décide de baptiser le navire du nom du dirigeant du Parti socialiste de Suisse, Wilhelm Gustloff, assassiné le 4 février 1936 à Davos par un jeune activiste juif. Sa veuve est présente lors du lancement du paquebot flambant neuf le 5 mai 1937 dans le port de Hambourg. Par la suite, le Wilhelm Gustloff fait plusieurs croisières, amène aussi des troupes en Espagne pour aider Franco, puis dès la déclaration de guerre est transformé en navire-hôpital, en particulier pour évacuer les blessés de la campagne de Norvège. Ensuite, il est mis à quai à Gotenhafen, en Prusse orientale, où il reste pendant 4 ans pour servir de caserne flottante. En 1945, devant l'avancée des troupes russes, le gouvernement allemand met sur pied une opération navale d'envergure pour l'évacuation vers l'ouest des blessés, des soldats et des civils allemands de Courland, de Prusse orientale et du corridor de Danzig à partir du mois de janvier. Cette opération s'appelle l'opération Hannibal et mobilise un grand nombre de bateaux de toute taille, mais 4 très grands, dont le Wilhelm Gustloff. Les civils allemands savent ce qui les attend s'ils tombent aux mains des soldats soviétiques. Le massacre de Nemmersdorf leur en a donné un aperçu. En octobre 1944, la population entière d'un village en Prusse orientale, aujourd'hui en Russie, a été massacrée par les soviétiques. Le début de l'installation de la terreur. Dans les provinces encerclées par les soviétiques, des panneaux posés au bord des routes par le NKVD donnent le ton, s'adressant à leurs propres troupes. Soldats de l'armée rouge, tuez, tuez, à mort les fascistes. Il n'y a pas d'innocents chez eux, ni ceux qui vivent, ni ceux qui ne sont pas encore nés. À mort, à mort. Devant ce déferlement de violence et de haine, les populations civiles n'ont qu'un seul salut, la fuite. Elle se fait dans la peur, des températures glaciales et le dénuement le plus total. De nombreux civils meurent sur la route de l'exode. Une rescapée du Wilhelm Gustloff parle de gens qui arrivent exsangues, affamés, assoiffés et terrifiés, et pensent être enfin sauvés en montant à bord. Quand le 30 janvier 1945, le navire quitte le port de Gotenhafen, il est chargé de 6050 personnes officiellement répertoriées. Mais l'on sait que le commandant a laissé monter le plus de réfugiés possible, dont au moins 5000 enfants. Les photos le montrent clairement, le pont est noir de monde.
On estime aujourd'hui le nombre des passagers à plus de 10 000, selon les travaux de Heinz Schön, l'un des survivants qui a mené des recherches approfondies sur le drame. N'oubliez pas, le bateau était prévu pour un peu plus de 1900 passagers. Quand la foule embarque, le moindre recoin est utilisé. On se serre les uns contre les autres. Le commandant du navire, Friedrich Petersen, âgé de 67 ans, est inquiet, car il sait qu'il embarque des passagers bien au-delà de la capacité du navire. Mais il n'a pas le choix. Il veut sauver le plus de monde possible, délivrer ainsi les réfugiés en attente sur le quai du froid mortel qui sévit. Le commandant forme en plus de ses officiers une équipe composée d'autres officiers de marine pour organiser la répartition des passagers dans les cales, les coursives ou bien sur les ponts. Des officiers ont réussi à faire embarquer leurs familles. Il y a des blessés, des jeunes filles auxiliaires de la Kriegsmarine, des infirmières, des vieillards et surtout beaucoup de jeunes enfants. Ils sont plus de 5000. Le Wilhelm Gustloff part juste après-midi en duo avec un autre navire chargé comme lui, le Hansa. La mer Baltique charrie des blocs de glace, il fait très froid. Ils sont escortés par un vieux torpilleur, le Löwe, et un chalutier armé en dragueur de mine, autant dire une très faible protection. Mais les moyens de la Kriegsmarine à cette date sont faibles ou mobilisés ailleurs. Peu après leur départ, le Hansa puis le chalutier signalent des problèmes mécaniques qui les obligent à quitter le convoi et à se réfugier dans une baie voisine. Des sous-marins soviétiques, au nombre de 3, sont bien signalés dans les eaux de la Baltique, mais ils sont loin et ne semblent pas présenter de danger immédiat. On craint plutôt les mines qui sont posées près des côtes, alors le commandant décide de naviguer en haute mer sur un chemin libre de mines. D'autre part, pour le moment, le Wilhelm Gustloff fait route tout feu éteint. Ce sont les consignes. La mer n'est pas trop mauvaise, le vent d'ouest est de force 5. À la nuit, la température est tombée à -18. Les hommes de quart et les vigies scrutent sans relâche la mer à la recherche du moindre périscope et le ciel à la recherche des feux de tout avion hostile. La visibilité n'est pas bonne, c'est une nuit sans lune, mais tant mieux, car c'est la même chose pour l'ennemi. Celui-ci va prendre la forme d'un 4e sous-marin soviétique, le S-13, commandé par le capitaine de corvette Alexandre Marinesko, 32 ans, qui n'est pas parti avec l'escadre des 3 autres qui avaient déjà été signalés, et il est resté en Finlande, à Turku. Pourquoi ? Parce que ce commandant est un ivrogne, déjà sur un siège éjectable après plusieurs coups pendables qui relèveraient du tribunal militaire. Ces hommes sont allés le récupérer ivre-mort après un énième scandale et l'ont monté à bord après que les autres ont déjà appareillé. Marinesko sait quand il reprend ses esprits qu'il lui faut accomplir une action d'éclat où il est bon pour la cour martiale. Mais pour le moment, il est bredouille. Il envoie un câble à Leningrad. Nous avons sillonné les eaux près de la tanière fasciste, mais aucun de ces chiens n'a osé se montrer. Et c'est là que la chance va lui sourire. Marinesko élargit ses recherches, décide de modifier sa route et se dirige, sans le savoir, vers le Wilhelm Gustloff. Pour comble de malchance, vers 21h, un message arrive sur la passerelle du grand navire. Un convoi de dragueurs de mines allemands est signalé qui a pris la même route en sens inverse. Le commandant Petersen décide alors d'allumer les feux pour éviter la collision. Cette décision sera fatale. Le S-13 soviétique, dont les sous-mariniers guettent à la jumelle de la baignoire du sous-marin, aperçoivent bientôt les lumières du navire allemand à leur bâbord. La chasse peut commencer. Marinesko ordonne le branle-bas de combat. Il suit et étudie le paquebot plusieurs heures, constate la quasi-inexistence d'une escorte sérieuse et décide de le dépasser afin d'ajuster au mieux ses tirs. Pour être le moins visible possible, il manœuvre le S-13 entre la côte et la cible. Le commandant russe fait charger 4 torpilles à 22h40. Le commissaire politique de bord a ordonné qu'on y inscrive à la craie respectivement sur chacune d'entre elles, pour la mère patrie, pour Leningrad, pour le peuple soviétique, pour Staline. Au moment du tir, 3 partent vers le malheureux navire. La dernière reste dans son tube. Elle risque d'exploser et contraint le S-13 à quitter immédiatement la zone de l'attaque. De surcroît, l'escorteur Löwe lâche des grenades sous-marines, mais le S-13 a plongé et s'éloigne heureux de sa bonne fortune, sans aucun dommage. Le Wilhelm Gustloff est touché à bâbord. La première torpille touche l'avant. La seconde explose sous la salle des piscines, vide évidemment, et qui abrite des jeunes filles auxiliaires de la marine. C'est un bain de sang. La troisième explose dans la salle des machines, stoppant net le navire et coupant l'électricité. Sur le navire, évidemment, c'est la panique. Les survivants parlent d'un désordre indescriptible. Un autre survivant, un jeune garçon à l'époque, raconte qu'il a entendu une première explosion et qu'ils ont cru à une mine. Ensuite, on leur a crié d'évacuer. Très rapidement, le navire penche dangereusement. Sur la passerelle, les officiers communiquent avec le Löwe par signaux lumineux. Les passagers sont coincés dans les coursives, dans les cales. Il est impossible de se dégager. Un survivant, le mécanicien Johannes Merckx, rejoint le pont supérieur aménagé pour les blessés du front oriental et raconte « C'est là que j'ai pris conscience du drame qui se déroulait en bas. À travers les vitres blindées, je ne pouvais les entendre crier, mais les gens étaient serrés comme des sardines et le pont inférieur était déjà à moitié couvert d'eau. Et j'ai vu des éclairs, des coups de feu, les officiers tuer leur propre famille. » Ils tuaient leur propre famille et se suicidaient ensuite. Évidemment, le navire est trop chargé pour le nombre de gilets de sauvetage et de canots, d'autant plus que ceux de tribord ne sont pas utilisables puisque le paquebot gîte du côté bâbord et tout est couvert de glace. Certains passagers se jettent à l'eau, mais la Baltique de nuit au mois de janvier, les chances de survie sont nulles.
En outre, les réfugiés venaient souvent de l'intérieur des terres et n'avaient jamais vu la mer, ils savaient encore moins nager. Le plus sûr est d'attendre sur la carcasse du bateau avec l'espoir que les secours arrivent le plus vite possible. Le Leuve récupère un maximum de naufragés, mais c'est un petit torpilleur, il a des capacités limitées. Il ne cesse d'envoyer des SOS et plusieurs navires se déroutent pour venir au secours des malheureux, mais il faut le temps qu'ils arrivent. Le premier arrive sur place 1 heure après le drame. Pendant ce temps, les marins du Wilhelm Gustloff de tous les grades maintiennent un semblant de discipline et sont les derniers à quitter le navire qui met 1 heure à sombrer. Quand les secours arrivent, le spectacle sur la mer est insoutenable. Il y a des milliers de corps qui flottent avec quelques survivants qui réclament de l'aide en gémissant, et surtout des milliers de petits corps d'enfants. Beaucoup ont glissé de leur gilet de sauvetage trop grand et ont la tête dans l'eau tandis que leurs petits pieds en sortent. Tout est désolation et horreur. Les navires qui arrivent vont réussir à sauver en tout 1252 personnes, sur plus de 10 000. Le dernier miraculé étant un enfant trouvé 7 heures après le naufrage et qui avait survécu dans ses langes au milieu des passagers d'une chaloupe, tous morts de froid. 11 jours plus tard, sur la même route et malgré une plus grande escorte, c'est cette fois-ci un navire, le Steuben, rempli en majorité de grands blessés et leur infirmière qui sera torpillé par le S-13, faisant 3600 morts estimés sur les 4200 qui se trouvaient au minimum à bord. Le capitaine de corvette Marinesko faillit finir dans la pauvreté en raison de son comportement d'ivrogne, mais reçut à la toute fin de l'ère soviétique et à titre posthume le titre de héros de l'URSS pour les 2 torpillages du Wilhelm Gustloff et du Steuben, qui firent 14 000 victimes, et ce, sans avoir jamais attaqué un bateau militaire. Le torpillage du Wilhelm Gustloff, comme de nombreux crimes de guerre de l'armée soviétique, est resté oublié ou enfoui comme beaucoup d'autres drames vécus par les réfugiés allemands, jusqu'en 2002 et la parution du livre du célèbre écrivain allemand Günter Grass, Im Krebsgang, en crabe, qui raconte le terrible naufrage. 78 ans après, le torpillage du Wilhelm Gustloff reste la plus grande catastrophe maritime au monde, et pourtant la moins connue.